Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nous allons parler de la peste. La peste a ravagé l'Orient et l'Occident pendant 14 siècles. C'est à la fin du 19e siècle que deux médecins trouvent comment cette maladie est transmise. L'un d'eux dit que ce sont les rats qui transmettent cette maladie, mais l'autre a mis la faute sur les puces qui se trouvent sur les rats. Grâce à leur découverte, ils ont pu commencer à faire des recherches. Leurs recherches se sont déroulées de 1900, 1930 et se sont même poursuivies jusqu'en 1970. Au XXe siècle, les gens pensaient savoir tout ce qu'il y avait à savoir par rapport à la peste, mais ce n'était pas le cas. Malgré les découvertes faites par les deux médecins, il restait quand même quelque chose que les gens se demandaient. Comment la peste bubonique était-elle transmise? Au début du XXe siècle, la raison de la transmission dans les régions chaudes était claire. C'était la puce du rat. Elle piquait l'homme et c'est comme cela que la maladie était transmise. Mais en Europe, cette espèce n'existait pas, alors les gens se demandaient comment la maladie était transmise dans cette région. En 1928, après des recherches et des expérimentations, on apprit que l'insecte qui propageait la maladie en Europe était la puce du rat d'Europe. Et comme la puce du rat des régions chaudes, la puce du rat d'Europe était capable de piquer l'homme sans la présence de son hôte d'origine, donc le rat. Avec le temps, la théorie qui disait que c'était la puce du rat qui transmettait la peste devenait de moins en moins plausible, car des gens tombaient malades juste après les veillées mortuaires. Les gens disaient que la puce de l'homme avait aussi son rôle dans la transmission de la maladie. En 1941, les gens étaient persuadés que la puce de l'homme jouait un très grand rôle dans la propagation de l'épidémie mondiale. À ce moment, la puce du rat n'avait que déclenché cette épidémie. La puce du rat d'Europe, peu à peu, était oubliée. Et la puce du rat des régions chaudes a été confondue avec la puce du rat d'Europe et mêlée à la puce de l'homme. Nous ne savons donc pas quelles puces sont les puces responsables de la propagation de la peste. Et cette maladie n'a jamais vraiment disparu de la surface de la Terre. Elle survit dans les foyers invétérés, zones où se conserve un agent pathogène, et elle y réémerge périodiquement. Même si le nombre de cas a fortement descendu, la peste fait toujours des victimes dans le monde. Et voici quelques chiffres. Par exemple, entre 1979 et 1993, 20 pays ont déclaré 16 312 cas de la peste. 1668 personnes en sont mortes. Les continents les plus touchés sont l'Amérique, l'Asie et le continent le plus touché est l'Afrique. Le nombre de cas touchés par la peste augmente depuis 15 ans. En 2002 à New York, 2 cas de peste bubonique ont été amenés du Nouveau-Mexique. La peste ne disparaîtra jamais de la surface de la Terre. Il y a des vaccins créés contre les puces, mais ces vaccins ne sont pas toujours efficaces. La peste n'est plus particulièrement connue du XIVe au XVIIIe siècle. Les documents les plus anciens ne savaient pas vraiment d'où provenaient ces pestilences, et à cause de ça, ils ne pouvaient avoir de diagnostic. La peste est apparue la première fois au IIIe siècle avant Jésus-Christ, et elle s'appelait la peste antique. Elle a été sur les rives africaines de Carthage au Liban, sans toucher l'Europe. Elle toucha également l'Égypte, la Libye, la Syrie, en 127 avant Jésus-Christ. C'est au 5e siècle que la maladie arrive en Europe, et cette fois les symptômes sont décrits avec précision. Forte fièvre, bubon à laine ou à l'aisselle, délire, mort rapide. Cette première pandémie est connue sous le nom de peste justinienne et est apparue en 541 en Égypte, puis en Palestine, en Syrie, à Constantinople, sans qu'on ne connaisse son extension depuis la Perse. Dans l'Occident, elle arrive de l'Irie et en Espagne en 542 de Constantinople, puis en Italie et à Marseille en 543. Cette peste dure 2 siècles, qui se développe en 15 poussées jusqu'en 767. Elle touche l'Europe à 10 reprises en pénétrant par les ports, comme elle le fera par la suite, sans jamais se propager largement. La peste laisse l'Occident pendant 6 siècles sans savoir pourquoi elle s'est éteinte. Mais son retour a été dévastateur. Venue de l'Orient en 1347, elle se nommera cette fois guerre biologique. Certains assaillants de la Kaffa catapultèrent des corps de pestiférés dans la ville et les Génois l'emportent en fuyant à Constantinople. De 1347 à 1348, la peste se propage sur le bassin méditerranéen. Et en un an, elle traverse l'Italie, l'Espagne et la France. En 2 ans, la Grande-Bretagne et l'Allemagne. En 1350, elle va au nord et en 1352 à Moscou. En 5 années, elle traverse l'Europe entière et tue entre 25 et 40 millions d'humains. Cette attaque a été la plus meurtrière et est restée dans l'histoire sous le nom de mort noire. C'est le début de la seconde pandémie, la plus longue et la plus destructrice qu'ait connue l'Occident. La peste s'installe pour 400 ans et éclate par poussées périodiques, violentes, qui réapparaissent tous les 10 ans. Du 14e au 18e, l'Occident vit dans la crainte jusqu'au cours du 18e siècle, où elle s'affaiblit. C'est le dernier coup, très meurtrier, Marseille de 1720-1721, en même temps Provence, Moscou en 1771. En Afrique du Nord, elle éclate en 1799 et elle frappe Constantinople en 1839. C'est la dernière manifestation en Europe. Au XVIIIe siècle, les humains étaient toujours aussi ignorants qu'au VIe siècle des causes.
Il ne pensait pas que ça venait des rats et encore moins des puces. Il pensait que c'était la colère de Dieu contre les péchés. Et La Fontaine avait écrit quelque chose qui permet de former un lien, que l'épidémie fut un châtiment divin. Plusieurs personnes cependant ont trouvé une sorte de moyen de prévention sans le savoir. Comme placer un bélier dans sa maison, en effet, la puanteur fait chasser les puces. D'autres pratiques aussi comme le port d'une couverture de cheval ou le graissage du corps à l'huile. Et c'est vrai que les marchands d'huile ont été accusés de colporter car ils ne l'avaient pas eu. Mais malheureusement ces méthodes n'étaient pas reconnues. Ils ont vite compris que la peste se transmettait par contact. Après plein d'affrontements au XVIIIe siècle, des mesures ont été prises, comme l'isolement des malades, l'interdiction de rassemblement, la quarantaine. Cependant la peste disparut de l'Europe. Elle se maintenait en Asie en 1894, tuant 100 000 personnes, et ensuite la troisième vague va se répandre dans le monde entier par les trafics maritimes. Elle ne va épargner personne, telle l'Amérique. Elle atteint rapidement l'Europe, mais à toute attente, les victimes sont en nombre très restreint. C'est pour cela que la troisième pandémie a été effacée des mémoires des Européens. La troisième pandémie, qui durera de 1894 à 1945, tout le monde a été touché, et c'est l'Inde anglaise qui va être le plus touchée. Les côtes de l'Afrique du Nord sont sans doute touchées depuis l'Antiquité, et il est possible qu'un foyer existe au cœur de l'Afrique depuis bien longtemps, ou plutôt sur les contreforts de l'Himalaya. Mais certaines personnes pensent que la maladie ait pu prendre naissance vers le Nil et serait donc la raison de la propagation vers le nord de l'Orient. Mais ce foyer pourrait être né durant la peste justinienne. La maladie est présente en Inde depuis le Moyen Âge. Les épidémies sont connues depuis le VIe siècle au XVIIe siècle en Inde. Mais avant la date officielle de la troisième pandémie, des villes en Inde ont été touchées par la peste. Et c'est pourquoi l'existence d'un foyer peut être établie en Inde. La troisième pandémie toucha 12 millions d'humains en Inde. Dans une encyclopédie chinoise, il y a une liste des pestilences qui avaient affecté la Chine depuis 224 avant Jésus-Christ. Et un autre médecin décrit pendant le 7e siècle les symptômes, mais on ne peut pas savoir si, durant la deuxième pandémie, la Chine a été touchée avant ou après l'Europe. En 1346, la Chine a eu 13 millions de morts et celle-ci s'est propagée en 3 directions. La première vers la mer Noire pour arriver en 3 mois à Constantinople. La deuxième passe par l'Inde. Et la troisième traverse l'Arabie et se trouve en Afrique en 3 mois. Cette peste est arrivée là à cause des marchands qui traversent librement la Chine. Et après ce passage, la peste ne laissa pas la Chine. Elle faisait 1,5 million de morts entre 1642 et 1899, et on compte encore plus d'1 million de cas entre 1911 et 1949. La peste sévissait également au Proche et au Moyen-Orient, en Asie antique et en Turquie, où se déclenchèrent au XIXe siècle des nouvelles épidémies. On voit donc ici que la grande peste des XIVe et XVIIIe siècles n'était pas qu'une histoire européenne et méditerranéenne, mais une affaire mondiale. Et ses localisations sur les rives est et sud de la Méditerranée laissent penser à une importation de l'Est à l'Asie. La capacité de survie de la peste du bacille dans les profondeurs de la Terre constitue une menace constante pour les hommes. Parallèlement, l'élaboration d'un vaccin sert toujours a beaucoup de difficultés. Les râleurs puces sœurs, elles, est réel vecteur de l'épidémie et non les puces de l'homme. De 3 à 7 semaines, appelées le silence épidémique, sépare les premiers cas humains de la brutale explosion de l'épidémie. On attribue autant de nécessaire à la maladie pour se développer parmi les rats après l'importation des premières personnes infectées. Puis il faut la majorité des rats morts. Le report des puces de rats sur les hommes. Une recension des textes anciens montre que ce n'est pas l'homme ordinaire, mais un marchand de tissus, de chapeaux, de chaussures, etc., qui est presque toujours à l'origine de l'introduction. C'est donc le tissu ou le cuir qui permet à la peste d'entrer dans une cité et non dans l'homme. La peste, loin de toucher la population de manière homogène, touche très intensément des professions artisanales, les anéantissant parfois totalement dans une localité. La peste est une maladie des pauvres, elle épargne beaucoup les classes privilégiées, sauf les professions où les classes aisées sont au contact des pestifiés, les médecins, les notaires, etc. Au milieu du XIVe siècle, c'est à peu près la moitié de la population de l'Occident qui a disparu. Comment la peste noire a réussi à prendre une telle ampleur ? Entre 1347 et 1345, la peste ravage l'Occident comme jamais auparavant. L'inefficacité des soins et sa progression très rapide à travers l'Europe traumatisent les contemporains. En l'espace de 5 années, elle traumatisera et affaiblira la population. La peste n'est pourtant pas un fléau nouveau. Selon Alexandre Yersin, la bactérie responsable nommée Yersinia pestis est apparue en Asie centrale il y a environ 1000 ans. Depuis des décennies, les grandes pestes médiévales intéressent beaucoup aux préoccupations actuelles touchant la société de nos jours. L'archéologie funéraire, l'archéozoologie ou la paléobiologie apportent des éclairages inédits et stimulants qui nous permettent de mieux comprendre les pestes historiques et notamment la plus célèbre d'entre elles, la peste noire.
De la Chine à l'Europe. L'origine de l'épidémie de la peste noire est encore incertaine. Chine ou Inde? Qu'en savons-nous actuellement? De nos jours, on estime qu'un tiers de la population de l'Empire est décimée entre 1331 et 1393. Vers 1338, la peste se dirige vers l'Asie, puis l'Orient et l'Occident et vers l'Europe. C'est à Kaffa, en Ukraine, que va se jouer le drame pour l'Occident. L'Occident se trouve affaibli alors des navires quittent les ports en direction de l'Europe. Le climat se dégrade de plus en plus, ce qui entraîne des répercussions dramatiques sur la production céréalière. Comme si un malheur ne suffisait pas, de nombreux pays sont en guerre, que ce soit économique, politique et sociale dégradée. De Constantinople, elle se propage sur les côtes de la mer Noire, dans les îles de la mer Égée, en Grèce, en Crète, à Chypre ou encore à Alexandrie, d'où, suivant la vallée du Nil, elle se diffuse en Égypte. Parallèlement, elle gagne la Palestine, le Liban, la Syrie. Chaque port, chaque lieu touché par la peste devient un foyer à partir duquel se propage la maladie. Puis la peste atteint l'Espagne sans doute par les ports du Languedoc. Tous les environs de l'Espagne seront aussi touchés par la peste quelque temps après. En avril 1348, la peste fait son arrivée en France et en Suisse, puis elle progresse vers l'Est. L'Europe du Nord n'est pas épargnée. Elle traverse d'abord l'Angleterre, puis en 1349, le fléau frappe l'Irlande, l'Écosse, l'Allemagne et les Pays-Bas. Paradoxalement, alors que l'Occident s'embrase, certaines régions échappent temporairement à l'épidémie. Car parmi la population, certaines personnes ont un groupe sanguin favorisant une certaine immunité à la peste, après avoir contaminé l'Europe centrale et orientale, laisse un monde désemparé. Jusqu'à ce que l'été revienne, la peste va devenir la triste compagne de la population. Le rat, la puce et l'homme. La peste frappe en premier lieu les rongeurs, puis par l'intermédiaire de ceux-ci l'homme. Au XIVe siècle, le rat d'Europe vit près des hommes, alors les hommes peuvent être infectés par les puces des rats qui, eux, ne dédaignent pas l'espèce humaine. Jusqu'en 1930, plusieurs hypothèses sur quel serait l'élément conducteur de la peste vont faire leur apparition. Chez l'homme, la peste se manifeste en 3 parties. La forme bubonique, la plus courante, elle est provoquée par une piqûre de puce infectée ou par le contact direct entre une lésion cutanée ouverte et un objet souillé par le bacille. C'est la plus fréquente au XIVe, XVIe siècle, mais aussi la moins grave. La deuxième forme, elle, est pulmonaire, qui elle est systématiquement mortelle. Et la troisième forme, septicémique, qui intervient à l'intermédiaire de la forme pulmonaire. Quelques chercheurs vont tenter de trouver d'autres hypothèses concernant la peste, pour répondre aux autres arguments tels que les hémorragies ou l'absence de bubons, rappelons finalement que les formes buboniques et pulmonaires de la peste peuvent entraîner des saignements expliquant parfaitement les hémorragies relevées par les contemporains. Enfin, en Occident, au cours du premier hiver, la peste s'est aussi propagée sous forme pulmonaire. Dans ce cas précis, le seul vecteur de transmission est l'homme et la vitesse avec laquelle la peste tue explique la rareté des cas buboniques. Tout au long, on fera débat entre bubonique ou pulmonaire. La peste noire est bien une peste, une conclusion que peuvent renforcer les recherches archéologiques menées sur des restes humains issus de sépultures datées du XIVe siècle. Au XIVe siècle, des études bactériologiques ont identifié la Bacille Yersinia pestis sur des squelettes. Dans plusieurs cimetières, comme par exemple le cimetière Saint-Côme et Damien à Montpellier, face à l'agression de cette bactérie au XIVe siècle, les Européens jusque-là non immunisés se sont trouvés dans une situation semblable à celle des Amérindiens lors de l'invasion des conquistadors apportant la variole. Une saignée démographique. Frappant indistinctement hommes, femmes et enfants, la maladie parfois dépeuple des régions entières. La saignée est brutale. En Italie, Florence passe probablement de 110 000 personnes ou 120 000 habitants en 1328 à 50 000 en 1351. À Hambourg ou Brême, entre 60 et 70% de la population décède. En Provence, Dauphiné ou Normandie, on constate une diminution de 60% des feux foyers fiscaux. Certaines régions voient disparaître jusqu'aux 2 tiers de leur population, comme par exemple l'Angleterre a perdu, semble-t-il, 70% de sa population, qui passe d'environ 7 millions à 2 millions d'habitants en 1400. Il ne s'agit que d'estimations. Faute de sources assez précises, personne ne connaît exactement le nombre de victimes. Toutes les couches de la population sont touchées, mais ceux qui sont clairement le plus touchés sont les pauvres, car ils vivent entassés dans des logis insalubres et tout petits. En Occident, le fléau ne disparaît que très progressivement et des flambées, parfois majeures, se signalent encore au XVIIe, voire au XIXe siècle. Les hommes face au fléau. Pendant un certain temps, les contemporains de la peste noire vont tenter d'expliquer ce fléau et comment ont-ils fait face. De leur côté, les médecins tentent de trouver des remèdes. De nombreux traités de peste sont écrits à partir de 1348 par des célèbres spécialistes ou des profanes. Bien que désemparés, les autorités réagissent et instaurent avec plus ou moins de rapidité et de réussite des mesures préventives et souvent correctives visant à empêcher la venue de la peste ou la circonscrire lorsqu'elle se manifeste.
Autre conséquence directe de la peste noire, on tente de se préserver en parfumant, aérant et détruisant les objets qu'un pestiféré a côtoyés. De même, dès l'apparition du fléau, l'utilisation du feu devient pratique courante. Les quarantaines, les hôpitaux de peste et les mesures de désinfection sont de bonnes initiatives, même si elles sont ma foi relativement inefficaces, car les rats et les pestes sont partout. Comme toujours face à la catastrophe, les hommes ont recours aux interprétations religieuses. La peste serait un châtiment divin, punissant les péchés des hommes. Le peuple se tourne alors vers des figures protectrices comme Saint Sébastien, la Vierge, Saint Louis et à partir du XVe siècle, Saint Roch. Les hommes feront des prières, supplications, processions et tout ce qu'ils peuvent pour tenter d'apaiser la colère divine, en campagne comme en ville. Parfois le remède est pire que le mal. Certains actes de piété comme les pèlerinages favorisent la propagation de la peste. C'est pour cette raison que rapidement, les rassemblements processionnels sont déconseillés par le pape en personne. Plus grave, la violence de l'épidémie pousse aussi à rechercher des coupables des exutoires. Les hommes ne trouvant pas de remède efficace vont complètement perdre leur sang-froid. Alors ils chercheront des coupables, ce qui va engendrer plusieurs attaques physiques. Des attaques contre des groupes aussi divers que les juifs, les clercs, les étrangers, les mendiants, les pèlerins et les musulmans, auxquels nous pouvons ajouter les lépreux. Les pauvres et les pestiférés eux-mêmes sont désignés comme responsables du fléau. Ainsi, mendiants et étrangers sont parfois chassés dès le début de l'épidémie. En ce milieu du XIVe siècle, la mort est partout, ce que souligne un chroniqueur siennois. Aucune cloche ne sonnait et personne ne pleurait parce que presque tous s'attendaient à mourir. Des gens disaient et croyaient, c'est la fin du monde. Pour les chrétiens, bien la hantise mourir sans sacrement. Cela rend encore plus terrifiant les derniers instants des malades. Pour répondre à ces angoisses, Clément VI juge nécessaire d'accorder le pardon de leurs péchés aux nombreuses victimes de la peste mourant sans prêtre. Bien des œuvres d'art sont marquées par une présence obsédante de la mort, telles les célèbres danses macabres, dans lesquelles sont retranscrites l'égalité des hommes devant la mort ainsi que les angoisses de cette société profondément choquée et désemparée. La pensée de la mort s'introduit partout, nombre de décorations d'édifices civils, religieux et même privés l'évoquent. Enfin, l'épidémie va complètement bouleverser l'économie et suscite de nombreuses perturbations comme la hausse des prix des produits agricoles. L'Occident est particulièrement touché par la peste, elle subira une grave crise. En revanche, les survivants bénéficient de la carence de main-d'œuvre et par contre-coup d'une hausse des salaires urbains pour entraîner un exode rural. Les richesses sont redistribuées et parfois concentrées à la suite d'héritages multiples. La peste est représentée comme la mort. Au-delà de ça, elle a aussi représenté un énorme choc psychologique. Elle disparaîtra progressivement en Europe à la fin du XVIe siècle et au début du XXe siècle. Rumeurs et épidémies. Les semeurs de peste. Lors d'une épidémie de peste en Italie à Milan, la population en panique cherche absolument un responsable à mettre à mort. Il y avait beaucoup de fantasmes et de hantises face à cette maladie. Le comportement de la population pendant une épidémie est très semblable, et cela à n'importe quelle période. L'homme cherche à mettre un nom sur le déclencheur de l'épidémie. Il faut avoir un coupable, car ça ne peut pas être une fatalité ou un simple fléau de nature. Les historiens du XIXe siècle ne prêtaient guère attention aux paniques des années de peste, mais si on prête plus d'attention à ces jours de haine et de passion, on peut savoir quelles sont les hantises d'une époque. Les victimes de ces paniques varient avec les âges et reflètent chaque fois les envies et les angoisses de l'opinion dominante. Les Juifs et les lépreux ont été massacrés jusqu'en 1348 parce qu'ils avaient été accusés d'empoisonner les fontaines. Les Juifs ont été expulsés et des marchands accusés en 1556 et 1557. C'est parce que l'épidémie semblait les suivre depuis le Moyen-Orient, foyer de l'épidémie, ou que la maladie soit plus forte dans les ghettos parce que les habitats étaient plus resserrés. Mais dans la peste de 1630, plus de rumeurs sur les Juifs à Venise, les magistrats ont demandé à la police de la santé juive car ils avaient arrêté une contagion dans un ghetto. Ensuite, il y a eu des accusations concernant les croque-morts, car on les recrutait d'urgence avec un salaire considérable. Donc premièrement, on trouvait horrible de pouvoir s'enrichir avec une épidémie, puis on les accusait de piller tout ce que possédait le malade, jusqu'à trouver tant de bénéfices dans la maladie qu'ils voulaient la provoquer ou la perdurer. Les fontaines et les bénitiers sont-ils émoissonnés? Les premières rumeurs concernant les croque-morts apparaissent la première fois à Genève en 1530. Elles continuèrent durant toutes les violentes épidémies jusqu'en 1631. La plupart du temps, les supposés coupables dénoncés appartenaient à cette main-d'œuvre chargée de s'occuper des malades. Parfois, les habitants trouvaient des preuves, des pâtes puantes de graisse de mort, réduites en poudre, mises sur les étals de marché ou frottées sur les murs des maisons.
Les aveux des bouteurs de peste, c'est comme cela qu'ils étaient appelés, faisaient des aveux à dévoiler leur pacte pour s'enrichir des dépouilles des pestiférés. Certains médecins confirmaient les soupçons en distinguant le type de contagion de la peste et l'une de ces contagions était la peste d'envoi, c'est-à-dire de réussir à la répandre à sa guise. C'est ce que faisaient certains bouteurs. Les parfumeurs savoyards ont le tort d'être catholiques. Les soupçons n'apparaissent pas toujours et pas partout. Ils étaient presque seulement dans les villes du pourtour alpin. Pourquoi les localisations? Car les montagnards apprenaient les métiers de ramoneurs, maçons, etc. et cherchaient particulièrement des places de travail dans les villes contaminées. Pour exercer leur métier de cureur, ils avaient plusieurs ressources naturelles de leurs montagnes comme des lames de talc, etc. Ils avaient donc un savoir précieux qui les faisait fréquenter les villes en temps de peste. Ils pouvaient donc s'y enrichir et ça les rendait indifférents à l'emprise de la maladie. À Genève, les parfumeurs savoyards étaient catholiques, donc encore plus soupçonnés de vouloir la perte de la ville. Dans ces pays de frontières confessionnelles, les habitants avaient peur d'être attaqués par les adversaires religieux. Ils étaient d'autant plus dangereux lors d'une contagion car ils se dissimulaient parmi la troupe des journaliers. Et paysan, le duc de Savoie, Philibert Emmanuel, croyait à une propagation maligne. Il accusa les Turcs d'avoir fait passer à Venise des marchandises infectées. Lyon et Milan eurent des tragédies semblables au début de la contagion, et Lyon allait se faire attaquer par le duc de Rohan avec son armée protestante alors qu'on recensait les premiers cas. Les bourgeois protestants étaient suspectés de trahison vis-à-vis de leurs concitoyens. Une graisse étrange découverte dans les églises leur fit attribuer le dessein de distribuer la mort autour d'elles. Les autorités désarmèrent les notables protestants qui se calfeutrèrent chez eux. Un procès fut ouvert pour un ouvrier huguenot, accusé d'avoir engraissé les portes, et il fut pendu. La traque des semeurs de peste continua et fit plusieurs lynchages. Les victimes étaient des cureurs accusés de piller les maisons infectées. Les premiers cas de peste étaient apparus à Milan en octobre 1629. L'épidémie circulait en France depuis 1626, avait été jusqu'au-delà des Alpes. La peste de 1348 a été très ravageuse. Elle a eu des conséquences immédiates et aussi des conséquences qui se sont apparues après. Elle a fait des ravages au niveau démographique. Comme la peste revient tous les 6-7 ans, il y a eu des creux démographiques qui revenaient pendant 4 siècles. Grâce au remariage, ces creux pouvaient être comblés. Par exemple, entre l'été et l'automne 1348, la moitié des habitants ont disparu. L'année suivante, le nombre ordinaire de mariages a été multiplié par 10, ce qui augmente le nombre de natalité. Mais la peste, qui revient tous les 6-7 ans, touche les enfants qui sont plus touchés que les adultes. La population baisse et augmente donc à chaque réapparition de la peste. Au XVIe siècle, la population française augmente mais diminue au XVIIIe siècle. La France retrouve alors son niveau d'avant la peste et reprend sa croissance. Avec la mort d'une très grande partie de la population, la répartition de la population entre les villes et les campagnes est alors modifiée. Les villages sont alors dépeuplés, par exemple en France où 10 000 villages ont été temporairement vides et 2 000 villages ont été abandonnés. Cette baisse de population a aussi eu un impact sur les cultures. Certains seigneurs, pour remédier à ces problèmes, ont chassé les paysans de leur territoire et ont repris leurs vastes terres pour y mettre des élevages de bœufs et de moutons. À cause de ça, certains villages disparaissent progressivement. Par exemple, un village qui comptait 600 ou 700 habitants est remplacé par une exploitation dirigée par un fermier où vivent seulement 10 à 20 personnes. La population vivant dans les villes augmente, comme les gens qui vivaient dans les villages s'y déplacent. Comme il y a aussi un manque de main-d'œuvre, les salaires augmentent, donc les gens ont encore plus de raisons de venir habiter dans les villes. La peste n'a donc pas correspondu à un déclin général, non, dans la mesure où la moitié de la population seulement survécut. Donc il y avait plus d'argent et les salariés peuvent désormais manger plus souvent à leur faim. Les autres classes et classes moyennes ont accès à toutes les sortes d'alimentation. Cette nouvelle demande fait des changements de l'économie rurale, plein de choses se développent comme l'agriculture, la vigne, etc. Ça n'empêche que le paupérisme reste important. Il y a aussi les guerres et l'alourdissement de la fiscalité étatique qui provoquent des émeutes antifiscales. L'ordre social est-il remis en cause? Pas nécessairement, mais conjoncturellement. Le choc survenu lors de la première pandémie est violent. Les Juifs sont pris comme boucs émissaires qui vont de ville en ville, invitant les contemporains à pénitence. Par contre, les pièces jointes aux guerres engendrent une perte de stabilité de la population, ce qui a des conséquences sociologiques et psychologiques. Cela favorise aussi la délinquance et la violence, surtout chez les pauvres. Avec la peste, les familles et les groupes se séparent. Les morts sont jetés dans les fosses communes sans personne pour les pleurer. Face à ce désarroi, comment les populations réagissent-elles? Un désarroi a été créé à cause du choc de la mort, des corps morts décharnés et rongés par les rats. Et grâce à ça, en quelque sorte, les églises auront été privilégiées et on y fera des messes par milliers. Et les chrétiens privés de leur famille se retournent vers un protecteur céleste, la Vierge Marie. Et les gens se sont tellement accrochés à la religion que quand il y avait un baptême, les gens privilégiaient les prénoms religieux,
Pierre, Jean. Les personnes auront un fort attachement aux personnes sacrées comme s'ils étaient de leur famille. L'Église renforce donc son pouvoir. Oui, l'Église a totalement investi dans le domaine de la mort. Elle incite les personnes de bien vivre pour qu'elles puissent après aller au paradis, donc éviter le péché. L'Église donne une grande signification à l'enfer à partir du XIVe siècle. Et donc, elle invite les gens à se soumettre aux normes, et ces normes tendent à l'établissement d'un conformisme religieux et social car, dans presque toute l'Europe, sont sous le contrôle du pouvoir politique. Cette norme tend à l'établissement d'un conformisme religieux et social qui offre au pouvoir d'État un solide fondement. L'Église a beaucoup de pouvoirs. La peste a, au total, conduit au renforcement du pouvoir politique. Oui, d'abord à l'intérieur des villes, le caractère fondant de la population urbaine et la faible longévité des familles citadines favorisent un pouvoir oligarchique organisé par les plus riches, large et plus stable. On discerne beaucoup de prégnance du modèle familial dans l'essor de l'idéologie nationale. C'est une matrice logique car les vivants cherchent des substituts à leur famille et à leur communauté disparue. Entre monarques et peuples existent des relations féodales de fidélité. Mais, avec la mort des familles biologiques, le roi devient membre de chaque maisonnée. Ainsi, les sujets considèrent le roi comme un chef, un protecteur et un père. La communauté nationale devient une famille. Et définitive, la peste noire et ses récurrences sont le symptôme, l'effet et le facteur aggravant d'une crise fondamentale du système féodal. Elle accélère le passage entre la forme seigneuriale à celle de l'État moderne. Merci à tous, merci à toutes, bonne journée.